La plus jeune mère jamais confirmée dans l'histoire avait 4 ans lorsqu'elle est tombée enceinte. Le scorbut, cette maladie que l'on associe souvent aux marins d'autrefois ou aux récits poussiéreux d'expéditions lointaines, possède une particularité troublante et presque poétique dans sa cruauté, il peut littéralement rouvrir les vieilles cicatrices. Des plaies refermées depuis des années, des souvenirs corporels de blessures anciennes, peuvent se fissurer de nouveau, comme si le corps, privé de ce dont il a besoin pour se maintenir, remontait le temps et désécrivait son propre passé. Ce phénomène est dû à un manque sévère de vitamine C, un nutriment que le corps humain ne peut ni produire ni stocker en grande quantité. La vitamine C est essentielle à la production du collagène, cette protéine qui maintient la structure des tissus, répare la peau, renforce les vaisseaux sanguins. Sans elle, tout commence à s'effondrer lentement. Les gencives saignent, les muscles deviennent douloureux, la peau devient fragile et, dans les cas les plus graves, les cicatrices se fendent. Imaginez ce que cela représente. Une blessure guérie depuis des années, oubliée, inscrite sur votre peau comme une trace passive d'un événement ancien, se rouvre comme si elle n'avait jamais guéri. Comme si votre propre chair doutait de sa mémoire. Le passé, au sens littéral, revient vous hanter par des fissures physiques. C'est à la fois médicalement fascinant et symboliquement terrifiant. Ce genre de détail, on ne le trouve pas dans les manuels de santé classiques, parce qu'il est trop spécifique, trop dérangeant, trop archaïque dans l'imaginaire collectif. Et pourtant, il est réel. C'est un rappel brutal que le corps humain ne fonctionne pas uniquement avec la volonté, le repos ou la force mentale. Il obéit à des règles chimiques élémentaires. Retirez un seul élément fondamental comme la vitamine C, et la machine humaine commence à se décomposer de manière profondément perturbante. Il y a des choses qu'on lit ou qu'on entend, et qui vous retournent l'estomac d'une manière que peu de mots peuvent vraiment capturer. L'histoire des orang-outans rasés et utilisés comme esclaves sexuels dans certains bordels en Asie du Sud-Est, oui, ça en fait partie. Ce n'est pas une rumeur. Ce n'est pas une légende urbaine destinée à choquer. C'est une réalité documentée, aussi incompréhensible que révoltante. Et quand on la découvre, on se retrouve face à un mur d'incrédulité, puis de dégoût profond. On se demande comment une espèce capable de créer de l'art, de la poésie, des vaccins, peut aussi engendrer ce genre d'horreur. Dans un cas tristement célèbre, une jeune femelle orang-outan a été découverte dans un bordel clandestin. Rasée de la tête aux pieds, couverte de parfums bon marché, attachée à un lit, utilisée quotidiennement par des hommes. Il a fallu une opération de sauvetage armée pour la sortir de là. Une intervention digne d'un film de guerre pour sauver un animal, un être vivant, d'un enfer créé de toutes pièces par l'humain. On parle souvent de l'exploitation animale sous l'angle de la nourriture, de la fourrure, du divertissement. Mais là, c'est une autre forme de déchéance. Une perversion pure. Sans justification. Sans culture pour l'expliquer. Juste de la cruauté nue. Et le pire, c'est que ces actes n'existent pas dans le vide. Ils sont le produit d'un environnement de corruption, de pauvreté, d'impunité, d'ignorance. Là où l'animal est vu comme un objet, un produit, un outil. Pas comme un être sensible, pas comme un individu. Et les hommes qui paient pour ce genre d'expérience ne sont pas des exceptions statistiques. Ce sont des humains ordinaires, mais qui ont trouvé dans l'anonymat et l'impunité une permission silencieuse pour s'abandonner à l'indicible. Quand on entend ce genre d'histoire, on a l'impression que toute l'idée même d'humanité s'effondre. Qu'on a franchi une limite au-delà de laquelle il ne reste plus rien à défendre. Plus de dignité, plus de valeur, plus d'âme. Et pourtant, ce sont aussi des humains qui ont sauvé cette femelle. Qui ont donné l'alerte, organisé la libération, soigné ses blessures, réappris à lui faire confiance. Ce sont aussi des humains qui dénoncent, qui éduquent, qui luttent pour que ce genre d'abomination cesse. C'est ça le paradoxe, notre espèce est capable du pire, mais elle est aussi capable de tout faire pour le réparer. Mais il faut cesser de faire comme si ces choses étaient exceptionnelles, anecdotiques, ou trop inconfortables pour être regardées en face. Elles existent.
Elle ne devrait pas. Et si on prétend se soucier un tant soit peu du monde qu'on laisse derrière nous, on ne peut pas détourner le regard. Ce n'est pas une question de militantisme, ni de morale abstraite. C'est une question de limite fondamentale. Parce qu'une société qui permet ce genre de pratique, même dans ses marges, même dans son ombre, est une société qui a déjà perdu une part de son humanité. Une fois, j'ai lu qu'un chercheur avait mené une expérience où il plaçait une fausse tortue sur la route afin d'observer le comportement des conducteurs. Ce qui m'a profondément marqué, c'est que près de 8% des automobilistes allaient délibérément dévier de leur trajectoire pour écraser la tortue. Ce n'était pas un accident ou un manque d'attention. C'était intentionnel. Ce genre de comportement, aussi marginal soit-il statistiquement, ouvre une fenêtre troublante sur la psychologie humaine. On aimerait croire que dans une situation où aucune pression sociale ne nous regarde, où l'acte ne nous rapporte rien, où il n'y a pas de provocation ou d'enjeu réel, la plupart des gens feraient simplement ce qui est neutre ou inoffensif. Mais non. Il y a un pourcentage non négligeable de personnes qui, lorsqu'on leur offre l'option de causer un mal gratuit, sans conséquence apparente, la saisissent volontairement. Ce n'est pas qu'une question de conduite automobile ou d'animaux. C'est un rappel glaçant que certains, face à la vulnérabilité ou à l'innocence, ressentent un étrange plaisir à exercer une forme de domination ou de destruction. Une tortue est lente, inoffensive, complètement incapable de se défendre ou même de comprendre ce qui lui arrive. C'est l'opposé du danger. Et pourtant, ce sont précisément ces caractéristiques qui semblent déclencher ce désir de l'écraser. Cela soulève des questions plus larges. À quel point nos instincts destructeurs sont-ils enfouis sous une fine couche de civilité ? Si dans un cadre aussi banal qu'une route déserte, certains laissent ressortir cette cruauté gratuite, que dirait-on d'eux dans des contextes où les règles sociales sont affaiblies, où la surveillance disparaît, où l'on peut faire du mal sans jamais avoir à en répondre ? Quand j'ai subi une opération à cœur ouvert il y a presque 20 ans, j'avais seulement 28 ans. C'était jeune pour ce genre de chirurgie. Après l'intervention, les médecins avaient placé des fils appelés passéouir dans mon cœur. Le but était de pouvoir stimuler électriquement le muscle cardiaque en cas de besoin post-opératoire, une sorte de plan B au cas où le cœur aurait eu du mal à reprendre son rythme tout seul. Je me souviens m'être réveillé après l'opération et avoir vu 2 fils électriques jaunes, en cuivre, qui sortaient de ma poitrine. Une image qui m'a immédiatement figé. C'était surréaliste. Mon torse ressemblait à un projet inachevé, avec des morceaux de matériel encore connectés. Plus tard ce jour-là, une infirmière est venue pour retirer les fils. Elle m'a expliqué que ce n'était pas compliqué, il suffisait de tirer dessus. Juste tirer. À l'intérieur de mon cœur, ces fils étaient fixés à la paroi par de petits crochets ou des barbes, et ils allaient venir en se détachant. Ça semble simple, presque mécanique. Mais elle m'a prévenu d'un détail, je sentirais physiquement mon cœur être tiré vers le bas à l'intérieur de ma poitrine. Et elle ne plaisantait pas. Ce moment reste gravé dans ma mémoire avec une clarté troublante. Pas seulement parce que c'était désagréable, ce l'était, mais à cause de la sensation elle-même. Ce n'était pas une douleur aiguë, pas un choc. C'était une prise de conscience viscérale que mon cœur, cet organe central, cet élément que je n'ai jamais pensé pouvoir ressentir directement, était soudain tangible. Tirer. Manipuler. C'est une chose de savoir qu'on a un cœur. C'en est une autre de le sentir bouger physiquement à l'intérieur de soi, comme s'il était suspendu à des ficelles qu'on peut brusquement tirer. Aujourd'hui encore, presque 2 décennies plus tard, je n'arrive pas à oublier cette sensation. Il y a des expériences qui laissent une trace émotionnelle. Celle-ci a laissé une trace somatique. Je sais maintenant, au sens propre, ce que veut dire tirer sur les cordes du cœur. Chez certaines espèces de mille-pattes, un phénomène particulièrement troublant se produit après la naissance des petits. La mère, au lieu de simplement nourrir ou protéger sa progéniture comme on l'observe chez d'autres espèces, devient littéralement leur premier repas. Elle reste auprès d'eux, immobile, et les petits commencent à se nourrir de son corps.
Ce n'est pas un accident ou un cas isolé. C'est un comportement intégré à leur cycle de reproduction. Un sacrifice programmé. Elle meurt pendant que ses petits la dévorent. Il y a quelque chose de profondément dérangeant mais aussi fascinant dans cette stratégie de reproduction. On parle ici d'une forme de matrophagie, où la mère est consommée volontairement par ses propres enfants. Ce n'est pas une erreur de la nature. C'est intentionnel. C'est une adaptation évolutive. La mère fournit son propre corps comme source de nutriments, assurant ainsi que ses petits aient une base solide pour commencer leur vie. Elle ne se contente pas de risquer sa vie pour ses enfants, comme le font beaucoup d'animaux, elle la leur offre sans retour possible. Et pourtant, quand on y pense, cette idée extrême de dévotion maternelle se situe à l'exact opposé de l'image que l'on se fait souvent des insectes ou des arthropodes, des créatures froides, mécaniques, presque dénuées de comportement affectif ou instinct protecteur. Mais voilà, dans le silence du sol ou des recoins humides où vivent les mille pattes, se joue un drame intime et absolu. Une mère s'efface littéralement pour donner à ses enfants la possibilité de survivre. Ce qui est encore plus troublant, c'est que ce comportement nous force à redéfinir ce que signifie prendre soin. Chez les mammifères, on pense à l'allaitement, à la protection, à l'éducation. Chez ces mille pattes, c'est un abandon total de soi. Aucun espoir de voir ses petits grandir, aucune chance de reproduire l'expérience. C'est un acte unique, final et irréversible. Et c'est précisément cet abandon complet qui rend la chose si puissante. Il est tout à fait possible de vivre avec un seul poumon, un seul rein, et même la moitié de son foie. Ce n'est pas juste une observation clinique, c'est une réalité vécue par des milliers de personnes à travers le monde chaque jour. Et pourtant, cette information à elle seule en dit long sur la résilience du corps humain, et plus encore, sur notre capacité à survivre malgré des pertes qu'on pourrait croire incompatibles avec la vie. Prenons les reins, par exemple. La plupart d'entre nous en ont deux, mais on n'a besoin que d'un seul pour filtrer le sang efficacement. Des millions de personnes vivent avec un rein unique, souvent sans même s'en rendre compte. Certains naissent avec un seul, d'autres donnent le leur à un proche ou le perdent à cause d'un accident ou d'une maladie. Et leur vie continue. Parfois avec quelques précautions, parfois sans aucun changement notable. Un seul poumon ? Oui, c'est possible aussi. Bien sûr, la capacité respiratoire est réduite, l'endurance peut être affectée, surtout dans les cas d'efforts physiques intenses. Mais les gens vivent, travaillent, aiment, voyagent, rient, respirent. Ce n'est pas une vie condamnée à la souffrance. C'est une vie différente, mais pleinement viable. Et le foie ? C'est peut-être l'exemple le plus impressionnant. C'est l'un des rares organes capables de se régénérer. On peut en retirer une partie, parfois jusqu'à la moitié, et il repoussera. C'est grâce à cela qu'on peut faire des greffes partielles de foie, souvent entre un parent et son enfant. C'est une sorte de miracle biologique qui se produit silencieusement dans le corps humain, sans que la plupart d'entre nous en aient conscience. Ce que tout cela révèle, c'est que notre conception de ce qui est complet ou normal est bien plus rigide que la réalité biologique. On imagine souvent que chaque organe est indispensable dans son intégralité, que la moindre perte signifie déclin, faiblesse ou fin de vie normale. Mais la vérité est que le corps humain est une sorte d'architecture flexible, capable de redistribuer les rôles, de compenser, de reconstruire. Ce n'est pas une machine parfaite, mais c'est une machine qui s'adapte avec une ingéniosité bouleversante. Ton corps fait du bruit. En permanence. Ton cœur bat, ton sang circule, ton estomac gargouille, tes intestins se contractent, ton diaphragme bouge, tes poumons se gonflent et se vident sans relâche. Chacun de ces mouvements génère un son, une vibration, un signal sensoriel. Et pourtant, tu ne l'entends pas. Tu ne le ressens même pas consciemment la plupart du temps. C'est là, mais ton cerveau filtre tout. Il efface. Il t'épargne. Il y a une sorte de silence fabriqué dans ta tête. Un silence actif, volontaire. Parce que si tu entendais tout ce que ton corps fait en temps réel, tu deviendrais probablement fou.
Tu serais pris dans une cacophonie intérieure, le glouglou des fluides digestifs, les petits clics et crissements des articulations, le frottement subtil des organes les uns contre les autres. Même ton oreille interne entend ton propre cœur battre, mais ton cerveau choisit de ne pas te le faire remarquer. Comme un logiciel qui fait tourner 1000 processus en arrière-plan mais n'en affiche aucun à l'écran. Ce mécanisme porte un nom, l'habituation. C'est la capacité de ton système nerveux à ignorer les stimuli répétitifs ou constants qui ne présentent aucun danger immédiat. Tu entends ton frigo faire un bruit étrange pendant 10 secondes, et puis tu l'oublies. Tu sens ton t-shirt sur ta peau quand tu l'enfiles, puis ça disparaît de ta conscience. De la même manière, ton corps fait du bruit, mais ton cerveau s'y habitue dès la naissance. Mais parfois, cette barrière se fissure. Quand tu es malade, anxieux, ou simplement allongé dans un lit silencieux, certains sons internes remontent à la surface. Tu entends ton cœur battre trop fort. Ton ventre devient une boîte de résonance. Chaque borborygme devient une annonce. Et tu te rends compte que tout ce que tu considérais comme un « toi calme » est en fait une version édulcorée, filtrée, adaptée à ta paix mentale. Ce phénomène est à la fois fascinant et un peu vertigineux. Il te rappelle que ton corps est une machine en activité constante, pas une statue figée. Il vit, bouge, se réajuste, produit des sons comme un orchestre sous une chape de silence. Et ton cerveau, ce chef d'orchestre secret, choisit simplement de baisser le volume. Alors la prochaine fois que tu entends ton estomac gronder ou que tu sens un battement inhabituel dans ta poitrine, pense à tout ce que tu n'entends pas, pense au vacarme contenu sous ta peau. Et remercie ton cerveau de t'offrir, jour après jour, ce calme artificiel que tu appelles ton silence intérieur. J'ai lu un jour que presque toutes les personnes ayant survécu à une tentative de suicide en sautant du Golden Gate Bridge ont déclaré avoir regretté leur décision immédiatement après avoir quitté le garde-corps. Pas quelques secondes plus tard. Pas en tombant. Immédiatement. Au moment précis où leurs pieds ont quitté la structure. Ce moment-là, celui qui ne dure qu'un souffle, a suffi à faire basculer leurs convictions. Et pourtant, ils avaient marché jusqu'au bord avec l'intention claire de mourir. Ils avaient souvent traversé une tempête intérieure indescriptible, dépression, désespoir, solitude, douleur chronique, sentiment d'échec, perte de sens. Ils étaient convaincus qu'il n'y avait pas d'issue, que la vie n'avait plus rien à offrir, que ce saut serait la libération. Mais dès que l'irréversible était enclenché, un éclair de lucidité s'est imposé. Et ils disaient, « Ce n'est pas ce que je veux ». Ce témoignage récurrent est l'un des plus puissants qu'on ait contre l'idée que le suicide est toujours un choix clair et définitif. Il montre à quel point ce geste peut être une réponse impulsive à une douleur momentanée, un état d'urgence psychique qui ne laisse aucune place à la nuance. Et que parfois, tout ce qu'il faudrait, c'est une seconde de plus. Une main. Un mot. Une pause. Parce que ce regret, ce sursaut de survie, il est réel. Il est universel chez ceux qui ont survécu. Et c'est troublant. Le Golden Gate Bridge est tristement célèbre pour être l'un des endroits les plus utilisés pour se suicider. Pourtant, pendant des décennies, il n'y avait pas de filet de sécurité. Rien pour empêcher quelqu'un de grimper et sauter. Le débat sur l'installation de protection a duré des années, freiné par des questions de coût, d'esthétique, de liberté individuelle. Mais à quel prix ? Combien de personnes auraient pu être sauvées par une simple barrière, un délai de quelques secondes imposé entre l'envie et l'acte ? Ce qu'on apprend en écoutant les survivants, c'est que le suicide n'est pas toujours un acte longuement médité. Parfois, c'est une impulsion d'un instant. Et c'est pour ça que l'intervention, même minime, peut faire toute la différence. Une présence humaine. Un filet. Une conversation. Il suffit souvent de très peu pour rompre ce fil invisible qui mène au point de non-retour. Ces histoires ne sont pas seulement des récits de survie. Ce sont des avertissements. Des rappels que la douleur mentale est traîtresse, qu'elle déforme la perception, qu'elle pousse à croire que l'instant présent est éternel et insupportable. Mais aussi des preuves que la volonté de vivre peut surgir même dans les ténèbres les plus épaisses, parfois au dernier moment, quand on pense qu'il est déjà trop tard.
Une infection dentaire non traitée. C'est tout ce que ça prend parfois. Pas un accident spectaculaire, pas une maladie rare, pas un événement dramatique à la une des journaux. Juste une carie, une douleur ignorée, un rendez-vous dentiste repoussé une fois, puis une autre. Et au bout de cette chaîne banale de négligence, un homme de 40 ans, auparavant autonome, se retrouve paraplégique avec une lésion cérébrale permanente, vivant dans un foyer médicalisé, entièrement dépendant de l'aide publique pour survivre. C'est arrivé. Et ce n'est pas une histoire isolée ou tirée d'un scénario catastrophe improbable. C'est ce que les infections peuvent faire, surtout celles liées à la bouche, qu'on a trop souvent tendance à minimiser comme un simple inconfort esthétique. Une infection dentaire peut progresser. Elle peut se transformer en abcès. Elle peut se propager par voie sanguine. Et si elle atteint le cerveau, elle peut causer une encéphalite, une méningite, une pression intracrânienne, des lésions irréversibles. Ce n'est pas un film d'horreur, c'est de la physiologie. L'anatomie humaine n'a que très peu de marge de manœuvre une fois que ce genre de processus est lancé. Ce qu'il y a de tragique dans cette histoire, ce n'est pas seulement la chute brutale d'un homme en bonne santé vers une vie de handicap sévère. C'est aussi à quel point tout cela aurait pu être évité. Une visite chez le dentiste. Un traitement antibiotique à temps. Une extraction. Un soin de base. Des choses qu'on considère souvent comme facultatives, trop chères, qu'on reporte jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix. Et quand on n'a pas les moyens, quand les soins dentaires sont hors de portée financièrement, ce qui est le cas pour des millions de gens, on apprend à vivre avec la douleur. Jusqu'à ce que cette douleur devienne un piège mortel. Il faut dire les choses crûment, dans nos systèmes de santé, la dentisterie est traitée comme une option cosmétique. Comme si les dents n'étaient pas connectées au reste du corps. Comme si une infection dans la bouche ne pouvait pas se transformer en un effondrement total de l'organisme. On considère les soins dentaires comme un luxe, alors que c'est une nécessité vitale. Et les histoires comme celle de cet homme de 40 ans sont la preuve douloureuse de cette absurdité. Il ne s'est pas injecté une drogue dangereuse. Il ne s'est pas lancé à pleine vitesse contre un mur. Il n'a pas pris de risques insensés. Il avait juste de mauvaises dents. Et personne autour de lui, ni le système, n'a traité ça comme une priorité. Jusqu'à ce que son propre corps le trahisse. Aujourd'hui, il vit dans une structure où il dépend de soins constants, où sa mobilité est réduite à néant, où son avenir est figé. Il a survécu, mais pas intact. Et tout a commencé dans sa bouche. C'est une réalité brutale, mais nécessaire à dire, notre santé bucco-dentaire n'est pas secondaire. Elle peut être le début de notre fin si on la néglige. Il pourrait très bien y avoir quelqu'un dans ton cercle social, pas forcément dans ton groupe d'amis, mais parmi les gens que tu croises, côtoies, avec qui tu échanges quelques mots de temps en temps, qui te déteste à un point que tu n'imagines même pas. Peut-être que cette personne sourit quand elle te voit. Peut-être qu'elle like tes publications, te serre la main, te dit à bientôt avec un ton neutre ou même chaleureux. Et pourtant, dans sa tête, un scénario existe. Un dans lequel tu ne sors pas vivant. Et tu ne le saurais probablement jamais jusqu'au moment où il est trop tard. Ce n'est pas une spéculation dramatique. C'est un fait brutal qui se retrouve dans les statistiques. La majorité des victimes de meurtres connaissaient leur agresseur. Ce n'était pas un inconnu dans une ruelle sombre, ce n'était pas une attaque aléatoire d'un inconnu masqué. C'était quelqu'un de connu. Un collègue. Un ex. Un voisin. Un membre de la famille. Quelqu'un dont la présence semblait normale. Acceptée. Inoffensive. Et si tu penses que tu es à l'abri, que tu le saurais, que tu senses les mauvaises intentions, demande-toi simplement si toutes les victimes pensaient la même chose. Tu crois qu'elles s'attendaient à mourir ce jour-là? Tu crois qu'elles avaient vu les signes, mais avaient choisi d'ignorer leur intuition? Peut-être certaines. Mais la plupart n'ont rien vu venir. C'est ça qui est terrifiant. C'est précisément ce confort psychologique, cette illusion de familiarité, qui ouvre la porte à l'aveuglement. On ne s'attend pas à être trahi, blessé ou tué par quelqu'un qui connaît notre prénom.
Alors qu'est-ce qui te rend différent? Rien, en réalité. Rien sauf la chance. Et peut-être un certain degré de conscience inconfortable de cette réalité. Ce n'est pas un appel à la paranoïa. Ce n'est pas une invitation à soupçonner tout le monde autour de toi. C'est un rappel de la complexité humaine. Les ressentiments silencieux existent. Les frustrations étouffées, les humiliations vécues en silence, les colères contenues derrière des sourires polis, tout ça s'accumule parfois dans l'ombre. Certaines personnes gardent ces émotions, les refoulent, les transforment en murmures de haine qu'elles n'exprimeront jamais à voix haute. Et parfois, rarement mais suffisamment souvent pour qu'on ne puisse pas l'ignorer, ça explose. Le vrai cauchemar, c'est que dans un monde où l'on se croit entouré de simples connaissances et de rapports neutres, il existe un petit pourcentage de gens pour qui tu es bien plus qu'un visage de passage. Tu es peut-être le symbole d'un échec, d'une humiliation, d'un rejet, ou même simplement quelqu'un qui a ce qu'ils estiment mériter. Et parfois, ça suffit. Il existe une condition appelée le syndrome de Cotard, dans laquelle une personne croit sincèrement qu'elle est morte. Pas au sens figuré, pas dans le cadre d'une métaphore ou d'un délire poétique, mais littéralement morte. Pour elle, il n'y a plus de vie en elle. Son cœur peut battre, ses poumons peuvent continuer à respirer, son corps peut encore bouger, mais dans sa tête, l'existence est terminée. Elle erre simplement, comme un cadavre en mouvement dont le corps n'a pas encore reçu le mémo. Ce qui est encore plus glaçant, c'est que certaines personnes affectées par ce syndrome cessent complètement de manger ou de boire. Pourquoi s'alimenter, après tout, si l'on est mort? Pourquoi entretenir un organisme que l'on croit déjà vidé de toute vie? Il y a même des cas où ces personnes demandent à être enterrées. Pas dans un accès théâtral ou pour attirer l'attention, mais parce qu'elles sont convaincues que c'est ce qui doit arriver. Elles pensent qu'on a oublié de les mettre dans une tombe. Elles ressentent un immense décalage entre leur perception et la réalité autour d'elles, un fossé que ni les paroles des proches ni la logique médicale ne semblent combler. Ce délire nihiliste est l'un des exemples les plus extrêmes de la fragilité de l'esprit humain. C'est une déconnexion totale entre la conscience et le corps. Ce n'est pas simplement de la dépression ou un trouble de l'humeur exacerbé. C'est une faille brutale dans la perception du soi, une cassure dans l'intégration la plus fondamentale de ce que signifie être vivant. On peut passer toute une vie à croire que l'esprit est ce qui nous rend humains, qu'il est notre refuge, notre bastion intérieur. Mais quand il se brise, il peut nous faire croire des choses qu'aucun être rationnel n'imaginerait. Il peut transformer le monde en une scène posthume, où l'on devient soi-même le fantôme de son propre corps. Ce qui est terrifiant, ce n'est pas seulement que le syndrome de Cotard existe. C'est que cette possibilité extrême n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des manières dont le cerveau peut dériver, trahir la réalité, construire une fiction si solide qu'elle devient indiscernable du vrai. Ça donne froid dans le dos, de se dire qu'une partie de soi, à tout moment, peut basculer, et qu'on ne s'en rendra peut-être même pas compte. Il existe encore certains États où des étudiants en médecine sont autorisés à pratiquer des examens pelviens sur des femmes anesthésiées, sans que leur consentement explicite ait été demandé au préalable. C'est une réalité qui, malgré l'évolution éthique de la médecine moderne, persiste dans l'ombre, souvent méconnue du grand public. Et c'est profondément dérangeant. On parle ici d'examens médicaux invasifs effectués alors que la patiente est inconsciente, dans le cadre d'un acte chirurgical ou d'un soin programmé, mais sans que cette procédure ait été clairement expliquée ni approuvée. L'idée, du point de vue académique, est de permettre aux étudiants en médecine de s'exercer sur des corps réels pour acquérir une compétence nécessaire. Sauf que ces corps ne sont pas des mannequins d'entraînement. Ce sont des personnes. Et ce que ces lois permettent, dans certains cas, c'est que le corps d'une femme soit utilisé à des fins pédagogiques sans son accord, dans un moment de totale vulnérabilité. Cela heurte une idée fondamentale, celle du consentement. Dans tous les autres aspects de notre vie, ce principe est sacré. On le répète à l'école, on l'enseigne dans les relations humaines, on l'exige dans la pratique médicale. Pourtant, ici, il y a une faille.
Un flou légal qui permet de contourner ce droit pourtant élémentaire, au nom d'un objectif éducatif. Ce n'est pas juste une question de technique ou d'efficacité de formation. C'est une question de respect de la dignité. Une patiente, même inconsciente, reste une personne. Son corps ne devient pas un outil pédagogique simplement parce qu'elle dort. L'idée qu'une femme puisse se réveiller d'une opération sans savoir qu'un ou plusieurs étudiants ont appris sur elle quelque chose d'aussi intime est profondément choquante. Et le pire, c'est que ce n'est pas un scénario isolé ou un scandale du passé. C'est une réalité légale dans plusieurs juridictions, même aujourd'hui. Bien sûr, beaucoup d'hôpitaux vont au-delà des exigences légales et s'assurent d'obtenir le consentement éclairé. Mais le simple fait que la loi ne l'exige pas partout révèle une faille dans la manière dont notre système traite l'intégrité corporelle. Le nombre de femmes ayant subi une lésion cérébrale traumatique à la suite de violences domestiques est estimé à être 11 à 12 fois plus élevé que le nombre total de TBI recensés chez les militaires et les athlètes réunis. Et pourtant, on n'en parle presque jamais. Quand on pense au traumatisme crânien, ce sont les sports de contact comme le football américain ou la boxe qui viennent en tête. Ou bien les vétérans de guerre, les soldats exposés à des explosions, des impacts violents, des blessures de combat. On associe ces TBI à des cas médiatisés, à des campagnes de prévention bien financées, à des documentaires, à des ligues professionnelles contraintes de réagir face à la pression publique. Mais dans le silence des foyers, loin des stades et des champs de bataille, des femmes subissent des coups à la tête, des étranglements, des chutes provoquées par des agressions, sans que leur douleur entre dans les statistiques de la santé publique avec la même urgence. Ce chiffre est stupéfiant. Il ne s'agit pas d'un simple écart, d'un pourcentage plus élevé. Il s'agit d'un ratio de 11 à 12 fois. Cela signifie que derrière des portes closes, dans des maisons ordinaires, des violences laissent des séquelles neurologiques massives, invisibles à l'œil nu, souvent non diagnostiquées, parfois jamais reconnues. Ces femmes continuent de vivre avec des migraines chroniques, des troubles de la mémoire, des troubles de l'humeur, de la concentration, sans jamais qu'un professionnel ne leur dise clairement « votre cerveau a été blessé ». Le système médical lui-même n'est pas préparé à faire ce lien. Combien de médecins demandent réellement à une femme présentant des symptômes neurologiques si elle a subi des violences ? Combien de victimes comprennent qu'un coup porté à la tête des années auparavant peut encore affecter leur comportement, leur santé mentale, leur cognition ? Le fait est que la violence conjugale est traitée comme un problème social, un problème de sécurité, mais rarement comme une problématique médicale chronique. Et ce silence n'est pas neutre. Il est le résultat d'un désintérêt institutionnel, d'un refus collectif de voir les violences faites aux femmes comme une épidémie de santé publique. Si des milliers de jeunes athlètes commençaient à développer des symptômes similaires, il y aurait un tollé, des protocoles, des fonds de recherche, des campagnes gouvernementales. Mais quand ce sont des femmes battues, leur traumatisme est encore souvent réduit à une question de choix de partenaire ou de cycle de violence, comme si on ne pouvait pas ou ne voulait pas poser un diagnostic organique sur leur souffrance. Il est urgent de faire entrer cette réalité dans le champ médical avec la même attention, la même rigueur, la même compassion que pour les autres causes de TBI. Parce que la guerre, pour ces femmes, ne se joue pas dans un autre pays ni dans une arène sportive. Elle se joue chez elles. Et leurs blessures méritent d'être vues, reconnues et traitées avec tout le sérieux qu'elles impliquent. Quand je bossais comme ambulancier, il y avait cette chose que je rappelais souvent à mes collègues après une intervention particulièrement infecte, de celle qui laisse une empreinte bien au-delà de la scène elle-même. Ce petit rappel servait autant à choquer qu'à recentrer, un mélange de vérité crue et d'humour noir qu'on s'échange entre ceux qui vivent dans l'ombre du pire. Quand tu sens quelque chose, c'est parce qu'une partie de ce quelque chose est entrée en toi. Ce n'est pas une image poétique. C'est de la biologie brute. Pour que ton nez détecte une odeur, des molécules physiques de cette odeur doivent littéralement se frayer un chemin jusque dans ta cavité nasale. Elles voyagent dans l'air, pénètrent dans tes narines, s'installent sur tes récepteurs olfactifs et y déclenchent une réaction chimique. C'est ça, sentir. C'est être en contact intime avec l'objet de l'odeur. Ce n'est pas juste que tu perçois une mauvaise odeur, tu l'absorbes. Et après ?
Une fois le message livré à ton cerveau, ça pue la merde, ça sent la viande pourrie, c'est du sang, vieux, moisi, rance, ces molécules ne disparaissent pas dans un nuage magique. Elles sont soit piégées dans ton mucus, qui s'écoule doucement ou que tu mouches, ou pas, soit décomposées, métabolisées et intégrées à toi. Elles deviennent, littéralement, une partie de ton corps. Ton ADN ne change pas, bien sûr, mais ta matière, à cet instant, est enrichie de résidus de ce que tu viens de traverser. Une sorte de communion involontaire avec l'abject. Et dans notre métier, ça arrive tout le temps. Un appartement fermé depuis des semaines, un corps en décomposition avancée fondu dans un canapé, des excréments humains mélangés à la moquette, l'odeur métallique du sang qui a séché sous les meubles. Tu crois que t'as juste respiré un coup et que tu vas vite oublier, mais non. Tu as accueilli ce moment dans ton organisme. Et il va te hanter un peu plus longtemps que prévu. C'est le genre de détail qui te marque à vie. Pas parce que c'est gore, mais parce que ça te rappelle la brutalité de notre rapport au monde. On pense être protégé par nos équipements, nos routines, nos blagues en fin d'intervention. Mais on est poreux. On est vulnérable. Chaque appel laisse une trace, parfois dans l'esprit, parfois sur la peau, et parfois, dans les cellules. Avant de travailler dans un hôpital, j'avais cette image presque mythique de la médecine moderne, des diagnostics précis, des traitements bien établis, des médecins qui savaient exactement quoi faire à chaque instant. Une science rigoureuse, propre, mécanique. Tu arrives avec un problème, on identifie ce problème, on applique la solution prévue, tu guéris. Simple, efficace, rassurant. Et puis, tu passes de l'autre côté du rideau. Tu vois comment les décisions se prennent dans les salles de staff, dans les services, aux urgences. Tu entends les phrases qu'on n'imagine jamais associées à la médecine, on va essayer ça et voir comment elle réagit, c'est peut-être viral, ou inflammatoire, ou un début de quelque chose d'auto-humain, on ne sait pas encore, ça pourrait être un effet secondaire du traitement, ou alors rien à voir. Et là, tu comprends. Tu comprends à quel point une grande partie de la médecine repose encore sur de l'intuition, de l'observation empirique, sur du « on tente et on ajuste ». Parfois, c'est du pur essai-erreur, parfois c'est un raisonnement statistique, ce qui marche pour la majorité pourrait marcher pour toi, et parfois, c'est juste de l'expérience accumulée, du feeling, de l'espoir. Il y a bien sûr des domaines très protocolisés, les infections bactériennes classiques, certains cancers, les interventions chirurgicales bien cadrées. Mais en dehors de ça, il existe une immense zone grise où l'on avance à tâtons. Les maladies auto-immunes, les douleurs chroniques, les troubles neurologiques inexpliqués, les déséquilibres hormonaux flous, les syndromes rares ou pas encore bien compris. Même des pathologies relativement courantes comme l'endométriose, le TDAH chez l'adulte, ou certaines formes de dépression résistante peuvent laisser les médecins perplexes, sans schéma clair à suivre. Ce n'est pas que les médecins ne savent rien. Au contraire, ils savent énormément. Mais la complexité du corps humain dépasse largement notre capacité à tout maîtriser. Le corps n'est pas une machine, c'est un système dynamique et adaptatif, influencé par la génétique, l'environnement, le stress, l'alimentation, le microbiote, le sommeil, les médicaments, et même des éléments qu'on ne sait pas encore mesurer. Et face à ça, le savoir médical fait ce qu'il peut. Il progresse, il s'adapte, il tente. Mais il ne garantit rien. Quand tu prends conscience de ça, tu développes un profond respect pour les professionnels de santé, mais aussi une forme de vertige. Parce que tu te rends compte que tomber malade, c'est parfois entrer dans une loterie. Que ta guérison peut dépendre de tomber sur le bon médecin, au bon moment, avec la bonne intuition. Et ça peut être effrayant. Parce qu'on aime croire qu'il y a toujours un plan, une marche à suivre, un protocole infaillible. Et la réalité, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Il y a aujourd'hui, en 2025, plus d'esclaves dans le monde qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire humaine. Cette phrase paraît impossible à croire. Contre-intuitive. On imagine que l'esclavage appartient au passé, qu'il a été aboli, combattu, remplacé par des systèmes de travail encadrés, par le droit,
par la mondialisation. Et pourtant, selon des estimations de l'Organisation internationale du travail et de la Walk Free Foundation, plus de 50 millions de personnes vivent actuellement dans des conditions assimilées à l'esclavage moderne. Ce chiffre ne vient pas de nulle part. Il regroupe des réalités diverses mais toutes terrifiantes: travail forcé dans des usines ou sur des chantiers, trafic d'êtres humains à des fins sexuelles ou économiques, enfants piégés dans des réseaux de mendicité organisée, personnes contraintes de travailler pour rembourser une dette qu'elles ne pourront jamais régler, mariage forcé sans aucun droit de refus. Ce ne sont pas des cas isolés. Ce ne sont pas des anomalies. Ce sont des systèmes, ancrés, durables, parfois légalisés ou tolérés, souvent ignorés. Et ce qui rend cette réalité encore plus glaçante, c'est son invisibilité. Parce qu'elle ne ressemble pas à l'image classique de l'esclavage, pas de chaîne, pas de marché d'esclaves publics, pas de déclaration ouverte d'appropriation. Aujourd'hui, elle se dissimule dans les plis de la mondialisation, dans les chaînes d'approvisionnement, dans les produits à bas prix, dans le textile, l'agriculture, l'extraction minière, le bâtiment, la pêche, les services domestiques. Elle se cache derrière des marques respectables, des intermédiaires flous, des lois volontairement peu regardantes. Une fois que tu le sais, une fois que tu ouvres les yeux, tu ne peux plus ne pas voir. Tu lis une étiquette, fabriquée au Bangladesh, origine, Côte d'Ivoire, et une partie de toi se demande, dans quelles conditions exactes ce produit a-t-il été fabriqué ? Tu regardes ton smartphone, et tu te rappelles que certains matériaux qui le composent viennent de mines exploitées par des enfants en Afrique. Tu réalises que ton café, ton chocolat, tes vêtements, ton poisson, tous peuvent porter les traces de vie brisées. Et tout ça pour maintenir des prix compétitifs. Pour alimenter une économie de consommation massive où l'humain devient jetable. Et ce n'est pas juste un problème du tiers-monde. Il y a du travail forcé dans les pays riches aussi. Des travailleurs sans papiers exploités dans l'ombre, des femmes enfermées dans des réseaux de traite à 2 pas des grandes villes, des personnes maintenues sous la menace ou par le chantage économique. L'esclavage moderne, ce n'est pas un retour en arrière. C'est une mutation de l'exploitation, adaptée à un monde où la marchandise circule librement et où les travailleurs ne le peuvent pas. Il existe un type de tumeur appelé tératome, et rien que son existence semble défier les frontières entre le corps humain et un récit d'horreur biologique. Ce n'est pas une tumeur comme les autres. Le tératome peut contenir des cheveux, des dents, de la peau, parfois même des fragments de tissu oculaire, des os, voire des structures plus élaborées comme des bouts de cartilage ou des rudiments de membres. C'est l'un des phénomènes les plus étranges et dérangeants que le corps humain puisse produire. Et ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas une légende urbaine ou un cas unique survenu dans une archive médicale poussiéreuse. Les tératomes sont bien réels. Ils naissent à partir de cellules germinales, les cellules qui, en temps normal, sont censées devenir des ovules ou des spermatozoïdes. Ces cellules ont un potentiel de différenciation extrême, elles sont capables de devenir n'importe quel type de tissu. Mais lorsqu'elles se mettent à se développer de façon anarchique, ce potentiel devient monstrueux. Ce qui devait créer une vie, une structure organisée, devient un assemblage chaotique de tissus humains sans logique apparente. Imagine une masse dans le corps, qui n'est pas un parasite, pas une greffe, mais toi-même, une version intérieure de toi construite au hasard, sans conscience ni fonction. Une poche remplie de morceaux de ton propre code génétique, qui aurait raté sa cible. Il y a eu des cas documentés où des chirurgiens ont retiré des tératomes contenant non seulement des cheveux parfaitement formés, mais des dents humaines bien alignées, parfois des globes oculaires, sans nerfs ni vision, juste l'idée d'un œil. Ce n'est pas un cas courant, mais ce n'est pas non plus aussi rare qu'on pourrait le croire. On en trouve plus souvent dans les ovaires, parfois dans les testicules, et même dans certaines zones comme le cerveau chez les nourrissons. La plupart sont bénins, mais leur présence déclenche toujours une sorte de fascination mêlée de malaise, parce qu'ils remettent en question ce qu'on croit savoir sur les frontières de notre propre biologie. Ce genre de choses te fait réfléchir différemment sur ce qu'est le corps. On a tendance à croire qu'il est organisé, propre, rationnel, un système de pièces fonctionnelles assemblées selon un plan. Mais les tératomes prouvent que ce plan peut être perturbé, que le potentiel de construction est là, brut, parfois mal dirigé,
parfois incomplet. Et c'est peut-être ça qui est le plus troublant, savoir que ton propre organisme peut fabriquer des choses qui te ressemblent, sans être toi, à l'intérieur de toi. Il y a un moment brutal dans la vie où tu réalises que tout ce qui te fait du bien te détruit à petit feu. Le sucre qui t'apaise. Le gras qui te réconforte. Le sel qui te rassure. Les aliments qui t'offrent, pendant quelques secondes ou minutes, une vraie sensation de calme ou de satisfaction, ce sont exactement ceux qui, sur le long terme, te fatiguent, t'alourdissent, détraquent ton métabolisme, ton foie, ton cœur, ton système digestif, ton cerveau. Et c'est là que tu te dis, sérieusement, c'est quoi ce deal? Parce que tu comprends pourquoi ça fonctionne comme ça. Bien sûr que tu sais. Le cerveau récompense le sucre parce qu'il est une source d'énergie rapide. Il récompense le gras parce qu'il était vital à notre survie dans des temps anciens. Les aliments ultra transformés sont conçus, littéralement, pour manipuler ton système de récompense. Tu sais que c'est un piège neurochimique. Tu connais l'explication évolutive. Tu as lu les articles, vu les vidéos, entendu les médecins, les nutritionnistes. Tu sais. Mais tu es aussi en droit de ne pas être d'accord. Pas dans le sens « je nie les faits », mais dans le sens émotionnel. Je ne suis pas d'accord avec cette logique parce qu'elle est cruelle. Parce qu'elle oppose le plaisir immédiat à la santé à long terme. Parce qu'elle transforme le confort en culpabilité. Parce qu'elle fait de la nourriture, cette chose fondamentale, sociale, sensorielle, affective, une sorte d'ennemi déguisé en ami. Et ça, ouais, c'est dur à avaler. Tu regardes ton assiette, ton snack, ton repas réconfort après une journée de merde, et tu sais que c'est peut-être exactement ce qui t'empêche de mieux dormir, d'avoir plus d'énergie, de te sentir bien dans ton corps. Et pourtant, c'est ce truc-là qui t'a permis de passer la journée sans craquer. C'est lui qui t'a donné un petit bout de bonheur quand tout était gris. Alors tu ne peux pas juste le diaboliser. Tu ne peux pas simplement le supprimer comme si c'était une mauvaise habitude qu'on efface à coup de volonté. C'est là le paradoxe violent, devoir choisir entre ce qui te fait du bien maintenant et ce qui est censé te faire du bien plus tard, comme si les deux étaient forcément opposés. Comme si tu ne pouvais pas être bien et en santé en même temps, sans sacrifier une part de toi. Alors ouais, tu sais pourquoi. Mais t'es pas obligé d'être d'accord avec l'absurdité du système. Et peut-être que le premier pas vers quelque chose de plus équilibré, c'est justement de reconnaître ça, que t'en as marre, que c'est injuste, que ce n'est pas aussi simple que « mange mieux, vis mieux ». Parce qu'on ne vit pas dans un laboratoire. On vit dans un monde stressant, inégal, épuisant, et parfois, une foutue barre chocolatée ou un repas bien gras, c'est exactement ce qu'il fallait pour ne pas imploser. Il y a des histoires qu'on lit ou qu'on entend, et qui ne nous quittent plus. Pas parce qu'on les connaît personnellement, pas parce qu'on était là, mais parce que quelque chose dans la façon dont elles se sont déroulées dérègle l'esprit. Comme un bug dans la matrice de ce qu'on pense être possible. De ce qu'on croit pouvoir supporter. L'histoire de Cameron Robbins, ce gamin qui, sur un pari ou un coup de folie, a sauté du bateau dans les eaux noires, infesté de requins, et a littéralement disparu en quelques secondes, elle donne le vertige. Pas juste à cause de la brutalité de la mort, mais à cause de l'absurdité crue de ce moment. Un jeune mec en pleine vie, une ambiance de fête, de légèreté. Et puis un geste. Une seconde. Et la réalité se referme comme une mâchoire. Littéralement. On n'a même pas besoin de connaître les détails. C'est la violence du contraste qui marque. L'avant, l'après. Le fait que personne ne puisse rien faire. Que tout s'efface dans le noir. Et que ce genre de choses peut arriver dans un moment qui, jusque-là, semblait sans danger. Et puis il y a l'autre histoire. Celle de cette femme qui a glissé sur une pente volcanique et s'est retrouvée coincée, incapable de bouger sans risquer de tomber plus bas, plus près de la mort. Elle était vivante. Lucide. Mais prisonnière. Pendant des jours. À respirer des gaz toxiques, à se battre contre le froid, la chaleur, l'épuisement. Une lente descente,
pas dans le feu, mais dans l'attente. La solitude. Le non-sens. Celle-là fait encore plus mal. Parce qu'elle parle de conscience. Parce qu'on peut s'imaginer à sa place, regarder le ciel, sentir son corps faiblir, savoir que personne n'arrive, que l'air devient poison, que tout ralentit. Et que le monde continue, loin, là-haut. Ces histoires ne sont pas là pour faire peur. Mais elles frappent une corde que peu de choses touchent, l'injustice cosmique. Le fait que parfois, ce n'est pas une question de choix, de mérite, de vigilance. Parfois, les dés sont jetés et ils tombent sur le pire chiffre possible. Et personne n'est là pour relancer. Ce n'est pas une leçon. Ce n'est pas une métaphore. C'est juste une vérité brutale, certains humains, par pur hasard, vivent des morts qu'aucun être vivant ne mérite. Et ça reste, en nous, comme un poids étrange. Pas seulement de la tristesse, mais une sorte de flou dans la tête, comme tu dis. Un vertige existentiel. Un rappel que l'univers n'a pas de règles de justice intégrées. Qu'il n'y a pas toujours de sens. Et que certaines personnes, oui, sont juste nées avec une main pourrie. Le sifflement d'un obus d'artillerie ou de mortier qui tombe vers vous n'est pas simplement un bruit dramatique comme dans les films. Ce sifflement est en réalité une conséquence physique directe, il reflète la déviation entre la trajectoire réelle de l'obus et l'endroit exact où vous vous trouvez. Ce n'est pas le son de la mort qui approche de manière théâtrale, c'est la manière dont le son se propage dans l'air à mesure que l'objet traverse l'atmosphère à grande vitesse, à une distance variable de votre position. Et c'est là que les choses deviennent vraiment contre-intuitives. Plus vous entendez clairement ce sifflement, plus vous avez de chances de ne pas être la cible directe. Ce n'est pas rassurant, mais au moins, cela vous laisse quelques microsecondes pour réagir. En revanche, plus vous êtes proche du point d'impact réel, plus ce son s'efface. S'il y a un impact direct ou quasi direct, vous n'entendrez rien du tout. L'obus vous précède dans le silence absolu, la vitesse du son étant dépassée par la vitesse de la menace. Le silence devient alors un présage sinistre, un vide sonore qui ne vous laisse aucune marge. Le danger véritable ne fait pas de bruit, il est rapide, discret et souvent invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce genre de réalité dépasse largement les représentations hollywoodiennes. Il n'y a pas de crescendo dramatique, pas de bande-son héroïque. Il y a juste la physique, implacable et froide. Cette idée qu'une explosion qui vous vise vraiment ne fera pas de bruit est profondément dérangeante. Elle transforme le silence en une chose bien plus terrifiante que le vacarme. Ce n'est pas un hasard si ceux qui ont vécu la guerre parlent parfois de ce silence plus que des sons de la bataille. Parce que ce silence, c'est l'instant où la mort est déjà là, avant même que vous ne puissiez la reconnaître. La bouche et l'anus partagent un type similaire de terminaison nerveuse, notamment des récepteurs sensibles à la chaleur, à l'irritation et à la douleur. Ce sont ces récepteurs, appelés nocicepteurs, qui sont activés lorsque l'on mange quelque chose de très épicé. Le composé responsable dans la plupart des cas est la capsaïcine, que l'on retrouve dans les piments. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la capsaïcine ne cause pas réellement de chaleur ou de brûlure physique. Elle se lie aux récepteurs de la douleur thermique, les trompe, et leur fait croire qu'ils sont exposés à une température élevée. Quand on mange un aliment très épicé, la capsaïcine entre en contact avec ces récepteurs dans la bouche. Cela provoque immédiatement une sensation de brûlure, une alerte chimique envoyée au cerveau pour signaler une possible menace. Jusque-là, rien d'étonnant. Ce que beaucoup découvrent plus tard, souvent avec une certaine douleur, c'est que ce processus ne s'arrête pas à la digestion. La capsaïcine n'est pas complètement décomposée ou neutralisée dans le système digestif. Une partie reste active jusqu'à l'excrétion. Et voilà pourquoi, au moment où ce même composé entre en contact avec les terminaisons nerveuses situées autour de l'anus, la même illusion de brûlure se reproduit. Ce n'est pas une punition divine, ni un effet secondaire mystérieux, mais simplement une continuité du trajet d'un irritant chimique à travers un corps qui est équipé pour réagir de la même façon à deux extrémités. Ce phénomène a quelque chose de presque comique,
mais il illustre en réalité à quel point notre système nerveux est cohérent et bien câblé. Il nous rappelle aussi que la digestion n'est pas une boîte noire mystérieuse où les choses disparaissent magiquement. Ce que l'on ingère peut rester avec nous bien plus longtemps qu'on ne l'imagine, et sous des formes qu'on n'avait pas prévues. On pense parfois que le corps humain est un mystère complexe, mais certaines de ses réactions les plus étonnantes sont en fait d'une logique implacable. Pendant des décennies, la médecine occidentale a fonctionné sur une hypothèse aujourd'hui révoltante: les bébés ne ressentiraient pas la douleur comme les adultes. L'idée était que leur système nerveux, encore immature, ne serait pas capable de traiter les signaux douloureux de manière consciente. Cette croyance a eu des conséquences inimaginables. Des nourrissons ont subi des interventions chirurgicales majeures, y compris des chirurgies à cœur ouvert, sans anesthésie générale. Pas parce que c'était techniquement impossible, mais parce qu'on pensait sincèrement que ce n'était pas nécessaire. Pour éviter que le bébé ne bouge pendant l'opération, on lui administrait tout de même un paralysant musculaire. Ainsi, l'enfant restait immobile, les yeux parfois ouverts, le cœur battant à toute vitesse, dans un corps figé incapable de hurler ou de fuir. Et tout ça sous le regard d'adultes formés, intelligents, bien intentionnés. L'idée qu'un nourrisson ressente une douleur atroce sans pouvoir réagir n'était tout simplement pas envisagée. Ce n'était pas de la cruauté intentionnelle. C'était bien pire, de l'aveuglement institutionnel, enraciné dans des hypothèses cliniques fausses mais largement acceptées. Ce n'est qu'à la fin des années 1980 qu'un changement commence à émerger, et il ne vient pas d'un congrès médical ou d'un article révolutionnaire, mais d'une mère. Une femme dont le bébé avait subi une chirurgie cardiaque sans anesthésie. Elle a refusé de se taire. Elle a commencé à poser des questions, à alerter les médias, à contacter des médecins. Sa colère et sa douleur ont forcé un système entier à reconsidérer ses certitudes. Grâce à elle, des études ont enfin été menées, et les données étaient claires. Oui, les nouveau-nés ressentent la douleur, parfois même de manière amplifiée, car leur système nerveux ne sait pas encore comment la moduler. Quand on y pense aujourd'hui, cela semble irréel. Comment une telle chose a-t-elle pu être pratiquée dans des hôpitaux modernes, par des équipes entières de professionnels formés? Comment peut-on imaginer ces bébés, sous bistouri, dans un silence forcé, traversant une douleur absolue que personne ne prenait en compte? Ce n'est pas juste une faute médicale. C'est une tâche éthique, une de ces erreurs collectives que la science et la société ne peuvent expliquer qu'après coup, et toujours avec gêne. Et pourtant, cette histoire est aussi la preuve que la médecine progresse parfois non pas grâce à ses propres mécanismes, mais parce que des voix extérieures forcent l'institution à regarder en face l'humain qu'elle oublie trop souvent. C'est une mère, pas un expert, qui a rappelé au monde médical une vérité essentielle: chaque battement de cœur, aussi petit soit-il, compte. Et chaque douleur mérite d'être entendue. Chez les suricates, le monde social n'est pas aussi mignon que leur frimousse le laisse croire. Ce sont des animaux hautement sociaux, organisés en groupe avec une hiérarchie très stricte, dirigée par une femelle dominante. Et cette femelle ne plaisante pas. Son pouvoir ne repose pas seulement sur la force, mais sur une stratégie impitoyable de contrôle absolu de la reproduction au sein du groupe. Elle ne tolère aucune compétition, surtout pas venant d'autres femelles fertiles. Lorsque l'une des femelles subalternes ose avoir des petits, la dominante peut aller jusqu'à tuer les nouveau-nés. Ce n'est pas une réaction émotionnelle, ce n'est pas une crise de jalousie animale. C'est une stratégie reproductive froide et calculée. En éliminant la descendance des autres, elle s'assure que toutes les ressources du groupe, nourriture, protection, soins, sont dirigées vers ses propres petits. Elle élimine toute concurrence pour la survie et la transmission de ses gènes. Mais ce n'est pas tout. Non contente de faire disparaître la progéniture rivale, la femelle dominante contraint ensuite les mères endeuillées à nourrir et à s'occuper de ses propres bébés. Un peu comme un loyer biologique à payer pour le droit de rester dans le groupe. Ce n'est pas de la coopération, c'est une forme de servitude maternelle imposée. Soit elles s'exécutent, soit elles sont expulsées, voire attaquées. Et dans un environnement désertique où la survie dépend du groupe, être exclu revient souvent à une condamnation à mort.
Cette dynamique pousse à reconsidérer profondément la notion de nature cruelle. Ce n'est pas juste brutal, c'est un système sophistiqué de domination reproductive qui a évolué parce qu'il fonctionne. Les femelles dominantes vivent plus longtemps, ont plus de portée et un meilleur taux de survie pour leur progéniture. Elles règnent, non pas par la seule violence, mais par un contrôle psychologique et biologique qui ferait pâlir d'envie bien des dictatures humaines. C'est toujours fascinant de voir à quel point la nature peut être à la fois belle et terrifiante. Les suricates, avec leur tour de garde, leur apparente solidarité et leur organisation collective, sont souvent montrés comme des symboles de coopération animale. Mais sous la surface, c'est une véritable guerre de pouvoir, de reproduction et de survie. Un jeu impitoyable où même l'instinct maternel peut être retourné contre celle qui le porte. L'un des détails les plus déchirants que l'on apprend quand on s'intéresse à la sécurité incendie, c'est le comportement instinctif des enfants en bas âge face au feu. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer qu'un enfant fuira instinctivement une menace visible comme un incendie, les enfants de moins de 5 ans ont tendance à faire exactement l'inverse. Ils essaient de se cacher. Pas parce qu'ils ne comprennent pas que c'est dangereux, mais parce que leur cerveau, encore en plein développement, ne traite pas le danger de la même manière qu'un adulte. Le feu est effrayant, bruyant, chaud, enveloppé de fumée. Pour un très jeune enfant, ce n'est pas seulement une menace, c'est un chaos total qui submerge leur capacité à raisonner. Leur réflexe naturel dans ce type de situation n'est pas la fuite. C'est la recherche de sécurité immédiate. Et dans leur esprit, cette sécurité se trouve souvent sous un lit, dans une armoire, derrière un rideau. Un endroit clos et sombre, comme une cachette. Ce qui, dans le contexte d'un incendie, peut être fatal. C'est ce qui rend les incendies domestiques particulièrement tragiques. Des pompiers entrent parfois dans une maison en feu, trouvent une chambre vide, pensent qu'il n'y a personne, alors qu'un enfant se terre en silence dans un coin, caché du danger, mais aussi des secours. L'instinct de survie qui les pousse à fuir les adultes en colère ou les bruits forts dans d'autres contextes devient ici un piège mortel. Ce genre de réalité rappelle à quel point la prévention doit être adaptée à la psychologie de l'enfant. On ne peut pas juste leur dire « s'il y a du feu, tu cours dehors ». Il faut leur montrer. Leur faire entendre une alarme. Leur faire ramper. Leur faire ouvrir une porte. Répéter. Parce qu'en situation de panique, les automatismes prennent le dessus. Et chez un enfant de 3 ou 4 ans, ces automatismes sont souvent liés au jeu de cache-cache, pas à la logique d'évacuation. Dans les films, une gorge tranchée entraîne généralement une mort instantanée. Un geste rapide, net, suivi d'un effondrement dramatique. C'est devenu un raccourci cinématographique presque banal, une manière de signifier l'efficacité ou la brutalité d'un personnage sans trop s'attarder sur les détails. Mais dans la réalité, les choses ne se passent pas du tout comme ça. Trancher la gorge de quelqu'un ne provoque pas une mort immédiate, loin de là. Même si la carotide ou la trachée est sectionnée, le corps ne s'éteint pas instantanément. Le cerveau, bien irrigué en oxygène, reste actif pendant plusieurs secondes, parfois même une demi-minute, le temps que la pression artérielle chute à un point critique. Et ces secondes-là sont tout sauf silencieuses. Il y a la lutte. L'air qui tente de passer à travers une trachée sectionnée ou comprimée par le sang. Des bruits de gargouillis, des convulsions, des mouvements désespérés. Le corps ne comprend pas qu'il est en train de mourir, alors il se bat. Les yeux restent ouverts. Il peut y avoir du regard, de la conscience. Parfois même une tentative de parler, ce qui est tragiquement impossible une fois que les cordes vocales sont atteintes. Et si seules les veines sont touchées, la mort peut prendre encore plus de temps. Plusieurs minutes, parfois. Pendant ce temps, la personne souffre, panique, se noie littéralement dans son propre sang. Ce n'est ni propre ni rapide, ni silencieux ni digne. C'est une mort atroce, incontrôlable, qui laisse souvent des traces profondes sur ceux qui en sont témoins. Ce n'est pas une exécution chirurgicale. C'est une agonie. La fiction a tout intérêt à simplifier ces scènes.
Parce que montrer la vérité serait insoutenable. Parce qu'on veut garder le rythme, ne pas heurter trop fort le spectateur. Mais le revers, c'est qu'on banalise un acte d'une violence extrême. On en fait presque une formalité. Une mise hors jeu rapide. Dans les jeux vidéo, dans les séries, dans les thrillers, on tranche des gorges comme on ferme une porte. On oublie que c'est l'un des moyens les plus douloureux, les plus traumatiques et les plus brutaux de tuer un être humain. Les scènes de films où un personnage tombe dans de la lave et disparaît lentement en s'enfonçant, bras tendus, regard tragique, sont presque toutes de la pure science-fiction. C'est une image puissante, cinématographiquement efficace, mais complètement erronée du point de vue physique. La réalité est bien plus brutale, bien plus rapide, et d'une horreur presque inimaginable. Pour commencer, la lave n'est pas un liquide comme l'eau. C'est de la roche en fusion, généralement entre 800 degrés Celsius et 1200 degrés Celsius, avec une densité bien plus élevée que celle du corps humain. L'eau a une densité d'environ 1 gramme par centimètre cube, tandis que la lave tourne autour de 3. La première conséquence de cette différence est simple mais choquante, tu ne t'y enfonces pas comme dans une piscine. Tu flottes. Comme un marshmallow sur du caramel en fusion, ton corps resterait à la surface. Mais la température fait toute la différence. Ton corps est composé à environ 60 à 80% d'eau, répartie dans chaque cellule, chaque tissu. Quand cette eau est soudainement exposée à des températures extrêmes, elle ne chauffe pas gentiment comme dans une casserole. Elle bout. Instantanément. Et si l'exposition est suffisamment rapide et intense, ce qui est le cas ici, elle ne se contente pas de bouillir, elle explose. On parle littéralement de mini-explosion interne. La peau éclate. Les muscles se contractent de manière anarchique. Les tissus se désintègrent ou se carbonisent. Et ce n'est pas un processus silencieux. Ce n'est pas une mort douce. C'est un mélange terrifiant de brûlures immédiates, d'éclatements internes, de suffocation et de chocs thermiques foudroyants. Le choc seul peut tuer en quelques secondes, mais pas toujours assez rapidement pour empêcher la douleur. Le système nerveux, bien que rapidement endommagé, peut enregistrer suffisamment pour transformer ces secondes en une éternité d'agonie. Et encore, on ne parle même pas de la toxicité des gaz relâchés par la lave ou des brûlures par rayonnement thermique avant même le contact direct. Tu pourrais commencer à te brûler à plusieurs mètres de distance. Hollywood préfère la version propre, quelqu'un tombe dans la lave et s'enfonce lentement comme dans une mer de caramel incandescent, pendant que la musique dramatique monte. Mais la vraie version, celle qui se passerait si quelqu'un tombait réellement dans une coulée de lave, c'est un corps qui s'enflamme instantanément à la surface, qui peut partiellement exploser, et qui se transforme très vite en une masse carbonisée fumante, flottant sur un océan de roches liquides. Une mort horrible, crue, brutale. Bien moins romantique, mais bien plus fidèle à la physique. Et peut-être que c'est justement parce que c'est trop insoutenable que le cinéma préfère mentir. Parce que si on montrait ce qui se passe réellement, ce ne serait pas un moment dramatique. Ce serait une scène d'horreur pure. C'est l'un de ces faits biologiques qui semblent tout droit sortis d'un film d'horreur microscopique, et pourtant, c'est notre réalité quotidienne. Presque tous les êtres humains adultes hébergent des acariens minuscules dans les follicules pileux de leur visage, en particulier autour des cils. On les appelle Demodex, et il y en a 2 espèces principales chez l'humain, Demodex folliculorum et Demodex brevi. Invisibles à l'œil nu, ils vivent littéralement sur nous, dans nous, et avec nous, probablement en ce moment même pendant que tu lis ceci. Ces petits organismes mesurent environ 0,3 mm et passent leur vie entière enfouis dans les follicules pileux ou les glandes sébacées, principalement sur le visage. Leurs endroits préférés ? Les racines de tes cils, de tes sourcils, les ailes du nez, le front. Ils se nourrissent de sébum, de cellules mortes de la peau, et d'autres débris microscopiques que ton visage produit en continu. Ils sortent surtout la nuit, quand tu dors, pour ramper lentement à la surface de ta peau, s'accoupler, puis retourner dans les follicules pour pondre des œufs. Et le plus troublant dans tout ça ? Tu ne les sens pas.
Tu ne les verras jamais sans un microscope, et tu vis avec eux probablement depuis l'adolescence, moment où ton activité sébacée devient suffisamment élevée pour les nourrir. La majorité des gens en ont, souvent par dizaines, voire centaines, sans aucun symptôme. Ce n'est pas une anomalie, c'est la norme biologique. Ce n'est même pas une infection au sens classique du terme. C'est une cohabitation. Ce n'est que dans certains cas extrêmes, troubles immunitaires, peau très grasse ou pathologies de la peau comme la rosacée, que leur population peut devenir problématique, provoquant des inflammations ou des irritations. Mais pour la grande majorité, ils font partie intégrante du microbiome cutané, ce vaste écosystème de bactéries, champignons et micro-organismes qui vivent sur nous et participent à l'équilibre de notre peau. Il y a quelque chose de profondément troublant et fascinant à savoir que même dans un endroit aussi intime et fragile que la racine de nos cils, des formes de vie autonomes s'activent à notre insu. Ce ne sont pas des parasites dans le sens dramatique du terme, ce sont des passagers permanents, issus de millions d'années d'évolution côte à côte. Des compagnons si proches qu'on pourrait presque les qualifier de colocataires biologiques. L'un des paradoxes les plus troublants aux États-Unis aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de maisons vides que de personnes sans abri. Selon les données du recensement et des agences de logement, on parle de millions de logements inoccupés, maisons, appartements, unités résidentielles, tandis que des centaines de milliers de personnes dorment dans la rue, dans des abris surpeuplés ou dans leurs voitures. La disproportion est choquante, pas seulement en termes de chiffres, mais en termes de moralité sociale. Et ce n'est pas une coïncidence logistique ou un simple oubli administratif. C'est le résultat direct de choix économiques et politiques. Les logements vides ne sont pas laissés à l'abandon par accident. Ils sont souvent retenus volontairement par des investisseurs, des banques, des promoteurs immobiliers qui préfèrent attendre que la valeur monte plutôt que de les occuper ou de les louer à bas prix. Certaines villes voient des blocs entiers de logements neufs ou rénovés qui restent inoccupés pendant des mois, voire des années, simplement parce qu'ils sont considérés comme des actifs financiers, pas comme des lieux de vie. On a transformé le logement, un besoin humain fondamental, en marchandise de spéculation. Et pendant que les prix montent, que les loyers explosent, que les quartiers se gentrifient, des gens dorment sur le trottoir à quelques mètres de bâtiments vides avec la lumière encore allumée. C'est une violence structurelle, silencieuse mais constante. Une société qui accepte qu'un toit vide ait plus de valeur qu'une vie humaine à l'abri en dessous est une société qui a perdu toute notion de priorité. On parle souvent d'échec du système, mais est-ce vraiment un échec quand ce système fonctionne exactement comme prévu pour ceux qui en tirent profit ? Il y a 2 semaines, j'ai remarqué des petites taches sur les globes oculaires de mon chiot. Plutôt inquiet, je l'ai emmené chez un ophtalmologiste vétérinaire spécialisé. Le diagnostic est tombé, ce sont des dermoïdes. En gros, ce sont des amas de cellules de peau qui se développent là où il ne devrait pas y avoir de peau, ici, sur la surface même de l'œil. Déjà, ça peut sembler assez étrange et inquiétant. Mais la partie la plus folle, c'est qu'une de ces cellules anormales pousse, une vraie mèche de poils. Oui, tu as bien lu, mon chiot a littéralement des poils qui poussent sur son globe oculaire. C'est comme si l'œil se mettait à se transformer en une sorte de peau, avec ses propres follicules pileux. Ce phénomène est rare, mais il existe bel et bien, et il peut provoquer de l'inconfort, des irritations, voire des infections si rien n'est fait. Imagine une touffe de poils qui frotte constamment contre la cornée, ça peut vite devenir un vrai cauchemar pour le chien. Heureusement, les vétérinaires peuvent généralement retirer ces dermoïdes par chirurgie, et le chiot retrouvera alors un œil normal, sans poils indésirables. Ce genre de découverte donne un sacré coup à notre image idéalisée de nos animaux de compagnie, toujours parfaits et adorables. Derrière cette bouille mignonne, il y a parfois des bizarreries biologiques incroyables, presque sorties d'un film de science-fiction. Ça rappelle que la nature peut être aussi surprenante que déroutante, même chez les êtres les plus familiers. Et puis, soyons honnêtes, penser que mon chiot a un œil qui produit des poils, c'est à la fois fascinant et un peu flippant. Un vrai petit miracle étrange de la nature. La plus jeune mère jamais confirmée dans l'histoire avait 4 ans lorsqu'elle est tombée enceinte, et 5 ans au moment de l'accouchement.
Ce fait est souvent cité comme une simple curiosité médicale, presque une anecdote morbide qui circule sur Internet ou dans des livres de records. Mais si on prend une seconde pour vraiment réfléchir à ce que cela implique, on réalise que ce n'est pas juste une bizarrerie biologique. C'est une tragédie humaine d'une ampleur difficile à mesurer. On parle ici d'une enfant qui ne savait probablement pas ce qu'était une grossesse, encore moins ce qu'était un rapport sexuel. Son corps, en raison d'une puberté précoce pathologique, avait commencé à se développer de manière anormale. Biologiquement, elle pouvait concevoir. Psychologiquement, elle restait une fillette, probablement encore en train d'apprendre à écrire son prénom. C'est cette dissociation entre ce que le corps rend possible et ce que l'esprit peut comprendre qui rend ce cas aussi insupportable. Et pourtant, cette grossesse ne s'est pas produite de manière abstraite. Un enfant de 4 ans ne tombe pas enceinte par hasard. Derrière ce fait se cache nécessairement un acte de violence, un abus. Quelqu'un a commis l'impensable, et ce crime a eu pour conséquence une naissance. Mais dans la plupart des récits, on se concentre sur l'exploit biologique sans jamais regarder en face ce que cela dit de la société, du silence, de l'injustice. Le père de l'enfant n'a jamais été identifié. L'affaire a été étouffée. Peu d'efforts semblent avoir été faits pour offrir une vraie protection ou réparation à cette fillette. Ce n'est pas juste une note de bas de page médicale. C'est un miroir tendu vers notre inconfort collectif face à ce genre de récit. On préfère souvent détourner le regard, réduire la chose à un record étrange, parce qu'il est plus simple de parler de statistiques que de souffrance humaine. Mais cette histoire devrait être tout sauf anodine. Elle devrait déclencher un vertige. Parce qu'elle montre à quel point les corps peuvent être instrumentalisés, manipulés, sacrifiés. Et parce qu'elle révèle aussi à quel point certaines douleurs, même les plus extrêmes, peuvent être passées sous silence si elles dérangent trop. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.